mettre mes lunettes. Ou voir mieux. Bienvenue Chloé, à la librairie Chien sous la Lune. On se rencontre ce soir pour parler de ton dernier roman. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter à le public et aux gens qui vont nous regarder plus tard aussi? Avec plaisir. Je m'appelle Chloé Marguerite, j'écris depuis toujours, mais mon premier roman a été publié en 2023 par une maison d'édition locale qui s'appelle Les Petits Ruisseaux. Et ensuite, j'ai publié mon second roman, qui se trouve ici, La Petite Nageuse qui dansait sur un volcan, aux éditions du Chavert, ici présent. Voilà, qui sont aussi implantés dans la Somme, du coup dans le Santerre, plus précisément, on peut dire ça, on peut dire ça comme ça. J'ai toujours écrit. Un jour, il y a un roman qui est venu, le premier, avec toutes les imperfections du premier, voilà, qui est parti un peu de moi et qui après s'est éloigné. Et pour le second, en fait, je suis tombée amoureuse d'un petit village en Alsace qui s'appelle, je vais très mal le prononcer, Wagenburg-Egental, et j'ai imaginé une histoire, c'était une pension là-bas abandonnée. Et c'est parti de ça, et après je l'ai mêlé à la série En thérapie, qui avait été diffusée sur Arte, je ne sais pas si certains connaissent. Donc ce sont des personnes qui vont dans le cabinet d'un thérapeute. À la base, c'est une série israélienne qui a été adaptée en France. Et la première saison, c'était post-attentat du Bataclan, donc tous les traumatismes nés de ça, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi une jeune fille qui a débarqué dans le cabinet avec de plâtre. Et la question était de savoir si elle avait voulu mourir ou non à 16 ans, et pourquoi. Et donc, quand j'ai conçu le personnage de Noé, je l'ai appelé Noé, elle s'appelle Camille dans la série, j'ai imaginé tout ce qui se passait à l'extérieur du cabinet du psychiatre. C'est une libre adaptation, et je l'ai mêlé à l'histoire de sa grand-mère que j'ai imaginée dans ce village, et de sa mère. J'avais vraiment envie d'avoir les trois voix, les trois femmes. Génération, mais là je suis allée trop loin. Ouais, vraiment, tu parles déjà, c'est pas grave. Oui, pardon. Ça arrive. Ça arrive de s'embrouiller, je devais me présenter, ce que je peux dire de moi. Je ne vis pas de l'écriture, je suis conseillère principale d'éducation dans la vraie vie. Je suis en train de changer, donc on va dire que je suis à Rivry maintenant. Et c'est aussi pour ça que j'écris sur les adolescents, parce que je les fréquente. Collège de Rivry? Quotidiennement, le collège de Rivry, oui, à partir de septembre. Et sinon, j'écris sur le cinéma aussi depuis de très nombreuses années. Ça fait 13 ans maintenant sur un site en ligne qui s'appelle le Mac du ciné. C'était ma première passion, c'était le cinéma. Au départ, j'ai écrit sur le cinéma avec des projets de faire des films, mais en fait, c'est beaucoup plus facile d'écrire des livres, même si c'est pas facile, mais voilà, parce que faire un film, il faut de l'argent, il faut une équipe, on peut pas être tout seul derrière son ordinateur et écrire ses histoires. Bon, est-ce que tu peux nous parler un peu de genèse de cette livre? En fait, bon, tu nous as déjà dit que c'est la série et que c'est plusieurs petites histoires qui sont poussées à écrire dans cet village aussi, qui est un peu là aussi, une partie de roman, il se déroule dans cet village, mais un peu plus, voilà, sur pourquoi vraiment ce sujet, pourquoi aussi c'est plusieurs générations, en fait, dans cet livre, et voilà, à nous donner un peu le tableau, sans trop dévoiler l'histoire, parce qu'il y a des gens qui vont le lire après, alors bon, voilà. Parce que dans le premier, déjà, j'étais partie du corps. Je voulais absolument parler du corps des jeunes filles d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que trouver sa place dans la société d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être une jeune fille, voilà, avoir un corps, essayer de vivre avec tout ce qui peut arriver. Mais je l'avais exploré juste avec un personnage dont on ne savait rien, on ne savait ni son nom, ni à quoi elle ressemble. Et dans le second, j'ai voulu aller plus loin et vraiment donner trois voix, mais les trois voix, ça m'intéressait vraiment d'avoir ces trois points de vue. Et quand j'ai des retours, c'est les personnes qui le lisent, en fait, on peut tous s'identifier, qu'on soit parents, pas parents. Il y a la question de la maternité, puisque le personnage de la mère, la première fois qu'on la rencontre, c'est le jour de son accouchement. Si j'ai jamais accouché moi-même, j'ai essayé d'imaginer un peu ce que ça pouvait vouloir dire. Donc c'est vraiment parti de ça, l'envie et toujours d'avoir aussi des journaux intimes, parce que là on a essayé un journal intime et ça m'intéressait. J'aime mêler un peu tout, il y a aussi de la poésie à l'intérieur, mêler plusieurs voix, ce que j'avais déjà fait dans le premier roman où elle dressait des portraits.
mais c'était moins inclus dans l'histoire. Là, on sortait de l'histoire, alors que là, on reste dans l'univers du roman. Oui, les titres. Oui. Tu peux nous parler des titres aussi, parce que ça intrigue beaucoup de gens. Bon, les gens qui ont lu, ils peuvent comprendre aussi pourquoi, mais... En fait, donc déjà, elle est nageuse. Le personnage principal, Noé, est nageuse, et dans la série et dans le roman, même si dans le roman, ça prend pas une place, une grande place. Voilà, il y a pas de discussion, un moment à la piscine, mais c'est pas l'essentiel. Et qui dansait sur un volcan parce que un jour, je sais plus, je crois que c'est l'émission qui n'existe plus, qui a porté plein de noms et qui a terminé par s'appeler Par Jupiter sur France Inter. Et il y avait un chroniqueur, Hippolyte Girardot, qui est aussi acteur par ailleurs, qui a fait une chronique et c'était danser sur un volcan. Et il racontait, comment expliquer ça? Il racontait, c'est une expression allemande que je vais avoir oublié le titre, mais quand on arrive quelque part et que tout semble pareil, il y a un petit détail qui a changé et on sent qu'il y a quelque chose qui cloche et on ne sait pas quoi. Et du coup, danser sur un volcan, c'est essayer d'ignorer tous ces changements, toutes ces choses-là, et quand même continuer à vivre ces vie. Voilà. Je trouve ça assez beau de mêler la danse. Voilà l'image que ça donne danser sur un volcan. Bon, et faire ces allées et venues, allées et venir dans le temps, c'est pas trop compliqué parce que le roman il se déroule dans plusieurs époques en fait, dans plusieurs niveaux temporels. Du coup, ça m'a intrigué comment tu t'es débrouillé, par exemple, par tout ce passé un peu plus lointain. Est-ce que tu t'es un peu renseigné, est-ce que tu as travaillé un peu sur cette époque-là, ou c'est comme ça, un peu de créativité naturelle qui sortait? C'est un mélange des deux. En fait, donc on remonte jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, parce que Wagenburg-Egental, il s'avère que c'est l'endroit où le général de Gaulle s'était réfugié pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est depuis là qu'il est parti pour Londres pour aller faire le fameux appel du 18 juin, qui était assassiné, puisqu'il est le 20 juin aujourd'hui. Ouais. Voilà. Donc c'était ça au départ. Donc j'ai un peu de connaissance sur la Seconde Guerre mondiale. J'avais quand même fait quelques recherches pour savoir si certaines choses étaient possibles. Mais sinon après, je me suis dit c'est pas du tout un roman historique. Non, mais voilà. Dans le troisième, je suis partie encore plus loin puisqu'on part même dans le futur. Voilà. Ça demande quand même une gymnastique pour pas se tromper. Quand on avait relu, parfois il y a des prénoms, de prénoms, voilà, ça demande de la rigueur pour bien mêler les époques. Ok. Et tes influences? Tes influences littéraires, parce que tu parlais cinéma, on sent le cinéma et tu caches pas que tu étais inspiré par les séries. Alors, je sais qu'on a discuté de Lola Lafont, que moi j'ai ressenti justement dans le personnage d'une nageuse. On pourrait venir sous le roman de Petite communiste qui ne souriait jamais. Le titre, des fois, ça évoque un peu. Oui, bah en plus, Lola Lafont, j'ai découvert comme ça par ce roman, puisque j'avais été, à l'époque où j'étais étudiante à Paris, un prix littéraire qui est fait par France Culture et Télérama, et ensuite il y a plusieurs auteurs qui participent, et cette année-là, il y avait Lola Lafont avec la Petite communiste qui ne souriait jamais, qui est aussi un très long titre, et j'avais aimé ce parti pris d'aller chercher ce personnage-là, par ce biais-là, pourquoi elle ne se souvenait jamais, enfin voilà, d'aller vraiment dans sa tête, d'essayer de comprendre, et c'était, à l'époque en tout cas, c'était, je trouvais que c'était féministe, mais sans être bourrage de crâne, voilà, donc j'aimais aussi ce côté-là, et puis il y a aussi ça, elles sont pas directement, alors il y a un ou deux personnages qui sont directement militants, mais sinon c'est des femmes qui se débrouillent avec leur vie de femme, quoi. C'était ça un peu l'idée, c'est ce que je retrouvais chez Lola Lafont, en tout cas à cette période-là, puisque depuis elle écrit plutôt maintenant des articles, notamment un de ses derniers ouvrages, c'est Il n'a jamais été trop tard, et là c'est clairement des écrits journalistiques, voilà, politiques, c'est plutôt la même écriture. Et sinon, parmi les influences, il y a aussi Maëlys de Kerangal, voilà. Notamment l'époque de naissance d'un pont, et là, ça y est, le titre ne va pas me revenir. Cornish Kennedy, qui écrit, donc c'est Cornish Kennedy, c'est l'histoire d'adolescents qui vont plonger depuis la Cornish Kennedy à Marseille. Et c'est l'histoire de ces adolescents-là, de leur corps, de leur rapport à leur corps, etc. Forcément, ça influence énormément aussi l'écriture. Et plus récente,
Je vais pas réussir à prononcer. Salirouni. Salirouni. Merci. J'avais découvert par la série. Conversation improvisée. Non. Intermezzo. Non. Celui avec les étudiants. Normal People. Non, voilà, celui-là. Et donc, j'ai découvert d'abord la série qui a été adaptée, sur France Télévisions. Et c'est pareil, c'est sur les rapports entre les gens d'aujourd'hui. On a le même âge, c'est moi. Et du coup, c'est vraiment comment elle arrive, elle, à sortir un peu aussi, à élever un petit peu ça par la manière dont elle met en scène les corps, les liens aussi entre hommes et femmes. C'est assez intéressant ce qu'elle fait, elle est dans ses vidéos aussi. Ouais. Je propose qu'on écoute un petit extrait de ton roman. Ça te gêne pas? C'est dans la vidéo. Attends, je vais passer mon micro juste. Il y a un peu de business. Prologue, le silence. Le silence, enfin. Noé l'a tant cherché qu'elle n'en revient presque pas. Elle n'est plus dans la vie, mais pas encore dans la mort. Pour l'instant, elle ne sait pas ce qui vient de se passer. Ce qu'elle veut retenir, c'est le silence. Seulement lui et rien d'autre. Elle l'a tant rêvé qu'elle ne se souvient pas si elle l'a déjà atteint. Il n'y a qu'au fond de l'eau, quand elle s'élance dans le bassin, qu'elle trouve cette quiétude silencieuse. Cependant, elle doit encore sous l'eau quitter le bord, nager et dérouler sa performance. Là, on ne lui demande rien. Elle est étendue sur le sol. Elle ne ressent pas encore la douleur. Elle suppose qu'elle est sur le sol, car elle sent l'asphalte sous ses doigts. Elle peut encore les bouger, ce qui la rassure un peu. Pourtant, elle n'a pas vraiment peur à cet instant. Au contraire, elle se sent étrangement bien. Au loin, la sirène du SAMU la sort de son silence. Les sons reviennent brutalement, comme quand elle sort la tête de l'eau à la piscine et entend soudain la clameur de la foule ainsi que son cœur qui bat la chamade et résonne dans sa tête. Tout s'accélère ensuite. Sa tête est au ralenti. Elle entend qu'on lui parle, qu'on la transfère dans l'ambulance. Une jeune femme s'adresse à elle avec douceur. Noé s'accroche à ses yeux. Soudain, elle veut voir le monde depuis l'ambulance. C'est pour voir la réaction des passants, dit-elle à l'ambulancière. Il n'est pas possible de la soulever à la hauteur de la fenêtre. Son corps est encore trop fragile. L'ambulancière place donc un petit miroir de manière, croit-elle, à ce que Noé voit les rues qui défilent. Or, Noé n'aperçoit que son propre reflet, livide. La pesanteur de son corps lui revient comme un boomerang en plein visage. Elle sait que le silence ne reviendra pas. Désormais, la question demeure, flotte sur toutes les lèvres. Est-ce elle qui a tant voulu atteindre le silence? Noé a-t-elle fait, à 16 ans, une tentative de suicide moins de 3 mois avant la qualification pour les championnats de France? L'adolescente n'est sûre que d'une chose, elle voulait que tout s'arrête. Qui d'elle ou de la voiture est entré en collision avec l'autre? Elle est obligée de revenir encore et encore sur les faits. Noé est folle, c'est certain. Tout le monde répète sans cesse cette phrase. Les infirmières aux médecins, en passant par les experts psychiatriques et surtout sa mère. Exaspérante, elle s'engouffre dans son silence pour la maltraiter sans relâche. Noé veut être tranquille. Elle veut parler à son père. Lui, il la comprend. Il ne peut pas venir à l'hôpital, mais qu'importe. Il a su qu'elle était en danger. Elle n'est pas vraiment seule. Yann doit venir un peu plus tard pour s'assurer de son état. L'entraîneur a surtout peur pour le championnat, mais il vient, c'est l'essentiel. Noé se met à paniquer. À peine, elle peine à se rappeler son visage. Yann disparaît au profit de sa mère qui monopolise l'espace, la parole, la clé de la vérité. Noé est folle. Noé a voulu mourir. Qui juge-t-on? Le corps de Noé tressaillit. Maintenant, elle veut pouvoir fuir. Plonger la tête sous l'eau, partir. Elle ferme les yeux.
Elle gagne ainsi quelques heures de répit. Peu à peu, on la répare. Son corps va guérir, lui a-t-on dit. Pour Noé, rien n'a jamais été moins sûr que cette phrase. Tu vas guérir. Elle veut mettre son corps dans une fusée, s'installer au poste de contrôle et s'envoler. Se désintégrer peu à peu pour quitter le monde. Elle les verra enfin de tout en haut, pas comme dans l'ambulance. Cette fois, son regard s'éloignera peu à peu de la terre et elle regardera tout disparaître. Les autres ne seront plus en face d'elle, mais dans ses pupilles. Plus précisément, ils seront dans ses souvenirs. Son père, sa mère, Yann et sa femme Laetitia, et surtout la petite Mia, leur fille. C'est son image qu'elle veut imprimer en fermant ses paupières, le sourire de la petite fille, ses terreurs nocturnes effacées peu à peu. La nuit chez Yann et Laetitia, c'est pourtant cela que Noé veut oublier. Mia, Mia, Mia. En répétant ce prénom sans fin dans sa tête, elle insuffle une vague de joie dans ses pensées. Elle entend désormais à peine les piaillements de sa mère. Pour autant, et malheureusement, Noé ne retrouve pas le silence salvateur. À sa sortie, sa mère a prévu un rendez-vous de contre-expertise avec un psychologue. Une histoire de fou. Noé doit prouver qu'elle n'est pas folle. Après le silence, la parole reprend ses droits. C'est elle qui aura désormais une influence sur sa vie. Il semble en effet parler, déterrer le passé. Et qui sait, peut-être avancer. Elle n'a que 16 ans après tout. Il est temps de se lever, de marcher et de briser le silence. On s'est appelé pour chercher le passage qu'on pouvait lire, que Simon il pouvait lire. Et tu as choisi cela, est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Parce que déjà c'est le prologue, donc c'est le début du roman, donc ça en révèle pas trop sur le personnage. C'est la première chose que j'ai écrite, c'est souvent tout le temps comme ça. C'est bizarre de dire que ce qu'on a écrit, que le prologue est la première chose qu'on a écrite, mais il y a beaucoup d'auteurs qui reviennent au début après avoir écrit la suite pour refaire des liens ou recréer des choses, mais là j'ai vraiment pas retouché. Et je voulais vraiment partir du silence jusqu'à donner montrer que le roman, le but, c'est d'offrir un espèce de parole à un personnage qui a quelque chose à révéler, visiblement, on ne sait pas quoi, mais la parole va reprendre ses droits, et je voulais vraiment ce cheminement, et c'est vraiment l'image du roman, c'est donner la parole à chacune de ces trois femmes. Et ils ont quand même un sacré problème de relation, en fait. 3 générations de femmes. C'est vrai que ça revient dans le roman pas mal, et là au début on sent dès le début qu'avec sa mère, c'est pas top de top non plus, mais développons un peu plus. Voilà, bon, merci beaucoup Simon, merci à toi de m'avoir répondu. Maintenant à vous, à poser les questions. À Chloé. Non, pas encore. Non, elle n'arrive pas parce que là, on est vraiment dans le moment de l'accident, donc on n'est pas encore au moment où... Puisqu'en fait, l'histoire, c'est qu'elle hérite du journal intime de sa grand-mère à sa mort. Et là, la grand-mère n'est pas encore décédée à ce moment-là. Donc par contre, on a tous les personnages, on a l'entraîneur, le père, la mère, effectivement Noé, et on a la plupart des personnages. Oui, une petite fille, tout à fait. Oui, qui était une petite fille qu'elle allait... C'est ça, qu'elle allait garder. Mais elle a pas vraiment... On va pas vraiment entendre sa voix, mais elle a un rôle assez important. Sans le vouloir, mais elle a un rôle important. Quel cinéma, en plus. Pas forcément, mais en tout cas avec en tête des images quand je l'écris notamment quand elle est par terre ou quand elle voit son visage. En tout cas, quand j'écris, je sais pas si ça donne ça à la lecture, mais il y a vraiment des images qui sont présentes. Je le vois en image avant de le voir en vie. Et sinon, le Oui, c'est pour ça que je pose la question. Là, il est là avec la série qui a inspiré, mais oui, il est là dans les images, dans la manière de raconter. Beaucoup moins que dans le premier, puisque dans
premier roman, tous les débuts de chapitres ont une citation qui renvoie à un film, le plus souvent à un film qui m'a marqué, et du coup, je me suis ce que j'ai pas fait ici. Bon, en tout cas, j'ai ressenti quelques films qui m'ont marqué en écrivant ce roman-là. Bon, peut-être que je me trompe, mais des fois, j'avais des images très fortes de certains auteurs de cinéma français, en fait, qui sont revenus comme ça. Et puis Noé doit son nom à un personnage de film. Enfin, pas un personnage de film, c'est l'actrice qui joue le personnage. Donc le film s'appelle Slalom, c'est de Charlène Favier, si je ne me trompe pas. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui a un problème avec son entraîneur de ski. Donc voilà, c'est une histoire qui m'avait beaucoup touchée. Et l'actrice s'appelle Noé Habitat, d'où le Noé. Et en fait, après Noé, ça m'a aussi servi parce que déjà je l'ai féminisé, mais Noé c'est aussi le déluge, l'eau, la natation, tout ce lien-là, c'est aussi. Mais oui, pardon. Quand j'ai mis le manuscrit, je commence et je vois le silence. Voilà. Et j'ai trouvé ça pas mal. Et tout de suite, j'ai été prise par le texte. Le silence contre la parole, et c'était vraiment très bien fait. Sur une phrase venue pour commencer, ça s'est vu. Si oui, décrit ce silence. Ah oui, parce que c'est comme de dire oui. Oui, mais c'est plus facile d'écrire sur le silence que de filmer le silence. En fait, de filmer, ça avait été fait, je crois, il y a des séquences. Mais oui, c'était vraiment une volonté d'écrire le silence et après on déroule. Et en fait, c'est un personnage au début, c'est les autres qui parlent d'elle. C'est ça qui revient, le Noé est folle, elle doit prouver qu'elle n'est pas folle. Et ça m'avait marqué, moi, c'était d'aller dans le cabinet du psychiatre où en fait on ne va jamais dans la vraie vie, puisque nous on peut y aller, mais on ne sait jamais ce qui se passe en fait. Et du coup, c'est là qu'est la parole, mais en fait il y a énormément de silence et dans la série en tout cas, ils s'engouffraient beaucoup dans le silence. Mais tout est là, il y a une histoire avec la cuisine, enfin voilà, oui, c'était dire le silence et terminer après par elle va se lever et parler, c'est pas la phrase exacte, mais Votre travail vous permet d'enrichir des personnages, d'imaginer des personnages quand vous êtes. Oui, je pense en tout cas d'être plus vrai dans les relations entre les adolescents. En fait, comment elles se font aujourd'hui, c'est complètement différent d'avant parce que la société a évolué et oui, ça me permet vraiment d'affiner d'être avec des humains tout le temps. Il n'y a pas que les adolescents, puisque dans ces lieux, on voit aussi énormément de parents, de familles, on rentre vraiment dans l'intimité. On ne cherche pas à le faire, mais par la force des choses, on rentre dans l'intimité. Et avec aussi aujourd'hui des adolescents qui vont de plus en plus mal, de plus en plus d'hospitalisation. On est vraiment dans ce questionnement-là. Ils doivent des fois prouver qu'ils sont pas fous. Ils vont juste pas bien parce que ils savent pas de quoi va être fait l'avenir et parfois ils aimeraient aussi qu'on se laisse dès qu'on arrête de parler d'eux sur le bulletin, dans les copies, au téléphone, dans les autres, sur les réseaux sociaux là en plus, parce que là, enfin les fois c'est l'objectif, des réseaux à l'origine, donc oui, vraiment ça enrichit beaucoup. Même si je ne vais pas directement raconter, en tout cas ça m'est pas venu peut-être un jour, mais là en tout cas j'ai pas raconté directement l'histoire intime et personnelle d'un élève ou des situations que j'ai vécues, mais oui, ça enrichit énormément. On va sûrement travailler sur de l'humain, enfin même un libraire, je pense, il aurait mis l'histoire à raconter. Il y a eu beaucoup de livres ces dernières années. Non, les clients, ils sont pas, non. Ils sont pas assez intéressants. Je suis déçue. Ils passent trop vite, en fait. Qui restent plus longtemps, qui dépensent plus d'argent. Dans ce cas-là, j'aurais beaucoup de choses à dire. Et cette histoire de silence jusqu'à la parole, on le vit parfois avec des élèves qui arrivent moi je suis en collège, donc en 6e, en musique, et qui vont ils sont forcément quelque chose en eux qui porte pour moi, c'est un peu le but de la littérature, de porter des voix et de donner de la voix. Alors là, je me suis retrouvée un peu, malgré moi, ou alors j'ai voulu y être, je ne sais pas, dans un mouvement qui porte la voix des femmes et voilà, féministe ces dernières années, c'est énormément
développé. Il y a eu énormément de récits. Je vois que là, vous la voyez pas quand vous êtes à l'écran, mais vous qui êtes là sur la table, j'étais dans un milieu voilà, de récits, de paroles, de récits qui pouvaient être vécus et de personnes qui ont décidé de s'emparer de la littérature pour raconter leurs histoires intimes de femmes. La littérature aussi du livre, c'est de voir comment on peut se livrer dans les sentiments que les autres portent. Et peu à peu, tout le monde du livre, on comprend mieux et Noé comprend mieux aussi que elle s'est trompée. C'est une mission des subtilités, c'est ça qui est aussi fort. Oui, bah, je ne sais pas quoi répondre à ça, mais je me souviens d'une parole dans la série En thérapie. Donc la jeune fille Camille a aussi une relation compliquée avec sa mère, on ne va pas trop rentrer dans les détails, et une relation avec son père à distance. Le psychiatre lui dit c'est toujours votre mère qui paye. C'est elle qui paye les séances, et du coup derrière il y a tout un tas d'autres choses, et elle comprend ce jour-là quelque chose. Et ça m'avait marqué parce qu'effectivement, elle pleure énormément. Et ça, on le vit. Enfin, moi, je le vis quotidiennement avec les adolescents qui ne savent jamais trop où se placer. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quand il y a toujours un récit sur eux, il y a leurs parents, il y a souvent des conflits de loyauté, l'envie d'être différent d'eux, mais en même temps, ils grandissent avec eux, donc c'est baigné dans leur culture, dans ce qu'ils ont vécu. Oui, on vit ça. Et puis, c'est leur aussi sur leur relation entre eux, c'est-à-dire que soit c'est à la vie, à la mort, et puis le lendemain, ça peut être plus du tout, et puis en fait, voilà, ça, c'est très fréquent. Voilà, on commence à nous raconter une situation, puis le moment, on dit non, mais c'est bon, en fait, tout va mieux, la vie n'arrive. Il y a aussi des histoires qui se règlent pas, mais ça, c'est. Ah, il est arrivé inopiné. Non, il est pas parti encore. C'est filmé tout ça. Je pense qu'il fera un montage. J'espère. Non, il fait pas de montage. Bon. On a cru que ça y est, on s'était abandonné le navire. Non, j'ai juste ouvert la porte et que ça reste fermé. Et le suite littéraire. Oui. Est-ce qu'il y en a? Oui. Depuis décembre, je suis tombée sur un merveilleux atelier d'écriture qui est mené par la poétesse Laura Vasquez, qui est une poétesse d'origine italienne, si je ne me trompe pas. Et en fait, elle nous pousse à écrire des poèmes. Du coup, depuis décembre, j'écris énormément de poésie que je publie sur Instagram. Et là, il y a un recueil de poésie qui arrive, qui va être micro-édité, parce que la micro-édition, c'est particulier, c'est la micro-édition, c'est une petite échelle, voilà, qui sera accompagnée de photographies imprimées en sérigraphie. Et j'ai un troisième roman qui est édité, qui est écrit
associé avec